vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous vivons chaque seconde dans l'horreur, la douleur, la torture, la souffrance et la confusion. Parce que nous ne savons pas quand la guerre se terminera. Beg him, please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. La situation est déjà insupportable pour plus d'1 million de personnes qui ont été repoussées à Rafah depuis le début de la guerre. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser cette situation perdurer. Nous travaillons activement à la paix, à la sécurité et à la dignité pour le peuple palestinien et le peuple israélien. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable immédiatement. Cette guerre doit cesser. Et la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve à Gaza. La Chine demande à Israël d'arrêter au plus vite son opération militaire à Rafah. Le directeur de la CIA est attendu au Caire pour des négociations alors que l'administration Biden en appelle à une pause dans les combats, Frédéric. Un débat et beaucoup de questions. Parlons vrai, Israël a-t-il déjà glissé dans la peau de l'agresseur? Nous nous intéresserons au rôle de la Chine. Peut-elle jouer un rôle diplomatique dans le conflit entre le Hamas et Israël? Parlons vrai, c'est le principe. Ce conflit israélien est-il susceptible de déclencher une troisième guerre mondiale? Nous vous sollicitons, vous les auditeurs de Sud Radio. Vous allez sur le compte X, vous répondez à la question #Chine. La pression internationale peut-elle infléchir l'action de l'armée israélienne? Vous répondez aussi au 0826 300 300. Pour l'instant, la tendance à la question la pression internationale peut-elle infléchir l'action de l'armée israélienne? Vous dites non à 76%. Et Jean-Baptiste Noé est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger. Je répondrai à la question de Sud Radio que bien sûr je ne crois pas une seconde, en dépit de l'autorité puissante de la Chine, qu'elle puisse infléchir la politique d'Israël à l'heure actuelle. Mais je voudrais rappeler 4 éléments très rapides. Le pogrom du 7 octobre, la riposte ô combien légitime d'Israël, mais tout de même le grand nombre d'otages qui demeurent. Et dernier élément, si le monde dit la vérité, pour cette réplique, cette riposte d'Israël, on a tout de même aujourd'hui 28 000 morts, dont 70% de femmes et d'enfants. Oui. C'est un chiffre qui m'interpelle tout en soutenant évidemment le droit d'Israël à se défendre. Je crois qu'on ne peut pas oublier ce désastre de l'autre côté aussi, et que évidemment ça rend d'autant plus absurde le recours à la Chine qui ne servira à rien. Françoise de Gois, on évoquait le rôle d'agresseur agressé, la panoplie aujourd'hui qu'a Israël dans l'opinion populaire, c'est quoi? Mais Israël a toujours eu cette panoplie. Vous savez, depuis le début, Israël a cette panoplie. Si vous pensez que c'est cette panoplie-là qui va faire infléchir Israël mène une guerre existentielle. Et moi, j'entends ce que dit Philippe. Je ne minore absolument pas le nombre de morts, pas du tout. Je sais que c'est un carnage. On verra la fin. Je redis aussi que ce sont les chiffres qui sont donnés par le Hamas. Je redis aussi que nous n'avons aucune source d'information fiable. Je redis aussi que les hôpitaux de Gaza ont servi de planque pour les armes. Je redis que des médecins de Gaza ont pris les armes. Je redis que l'agence des Nations Unies vouée aux Palestiniens est une agence qui a aidé les terroristes. Donc, je redis tout cela. Je le redis parce qu'on ne le dit pas assez. C'est-à-dire que cette espèce de mouvement qui voudrait que Israël soit devenu le diable, je ne suis pas d'accord, de la même manière que je ne suis pas d'accord pour dire que les Palestiniens sont des sous-vies, ce ne sont pas des sous-membres. Aujourd'hui, pourquoi on parle d'une offensive sur Rafah? Parce que le Hamas, à nouveau, se cache dans la population de Rafah. Voilà. Donc, il y a quand même... la Chine est toujours dans sa logique de combat avec les États-Unis. De toute façon, on ne peut pas comprendre ce conflit si on ne comprend pas l'obsession, comment dirais-je, de LFI, par exemple, l'obsession anti-états-unienne, pour reprendre leur langage. La Chine est là-dedans. Donc, je sais qu'il faut une pause, il faut une trêve, mais il faut comprendre Israël. Elisabeth Lévy, il n'y a pas unanimité au sein même d'Israël sur la politique à mener. D'abord, je m'associe totalement à ce que vient de rappeler Françoise. Deuxièmement, le papier du Mondier est signé par quelqu'un, si vous voulez, dont on peut quand même mettre en doute l'impartialité. Disons-le. Benjamin Barth, voilà. Qui est franchement un adversaire résolu d'Israël. Je vous renvoie à l'émission plein de son lectures épouse des numéros de... est une palestinienne radicale, en plus. Franchement, si vous voulez, moi, je n'irai certainement pas chercher mes informations dans le monde sur Israël. Des chiffres. Non, mais sur les chiffres, comme l'a dit Françoise. Mais quoi qu'il en soit, le jour où le Hamas rend les armes,
D'accord, il n'y aura plus un mort civil. Il y a eu un article traduit, enfin en tous les cas repris par Atlantico dans Newsweek, montrant tous les efforts que faisait l'armée israélienne pour épargner des vies civiles. Mais comme l'a dit Françoise, c'est une guerre existentielle. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut faire très attention en domaine diplomatique sur ce dossier. Il n'y a aucun rapport entre ce que les gens disent devant les caméras, y compris Macron, y compris, si vous voulez, qu'il y a une opinion, une double opinion, si je puis dire au minimum, qui a peur des quartiers, qui est le président de tous les Français, y compris les antisémites, comme l'avait dessiné Rançon, donc qui ménage un peu comme il fait toujours chèvre et chou. Mais c'est vrai de tous les dirigeants, si vous voulez, et notamment des dirigeants arabes. Je veux dire, devant les caméras, ils vitupèrent, etc. Dans les coulisses, on discute. Alors, il y a un pays qui a évidemment une influence directe sur Israël, et c'est quand même, il faut quand même pas se leurrer. Alors il y a l'opinion israélienne, mais bon, j'ai pas le temps d'en parler, on y reviendra peut-être, mais il y a un pays qui a quand même, c'est l'Amérique, pour la bonne raison que depuis le 7 octobre, il y a des avions, alors je sais pas si c'est encore tous les jours, peut-être Jean-Baptiste le saura, mais des avions qui viennent apporter des munitions, etc., etc. Donc, si vous voulez, le jour où les Américains mettent une ligne rouge, c'est quand même, Israël peut pas se permettre une crise ouverte avec Washington. Voilà, c'est la seule ligne rouge, c'est les États-Unis. Et la Chine non plus d'ailleurs. Oui. Allez, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, état des lieux finalement de la situation aujourd'hui. Alors, ce que je note par rapport à la question chinoise, c'est que la Chine intervient dorénavant dans les relations internationales. Et ça, c'est vraiment un fait nouveau. Elle était intervenue en Ukraine en proposant un traité de paix. C'est la première fois que la Chine est s'immiscée dans une guerre européenne et proposait un traité de paix pour régler une querelle européenne. Et là, elle s'immisce dans la question du Moyen-Orient, c'est aussi une première. Alors, ça n'apporte pas grand-chose, mais ça montre quand même que la Chine veut vraiment entrer et peser sur les relations internationales, qu'elle ne se limite pas à un rôle de puissance régionale. Ça, c'est un fait nouveau, même si, effectivement, sur le conflit, ça ne changera pas grand-chose. Mais ce réveil de la Chine, ou cette volonté de la Chine de peser, est probablement un tournant dans son histoire récente. Sur le rôle de la Chine, ce qui est intéressant, et vous réagissez les vraies voix peut-être, c'est que ça n'est pas en fait une prise de position contre les États-Unis, puisque Elisabeth l'a redit, les États-Unis mettent aussi la pression. Françoise. Sur la Chine, je pense que vous serez d'accord avec moi, la Chine, elle joue sa partition des BRICS, c'est ça la réalité. Et quand vous regardez tous les gens qui interviennent dans ce conflit contre la Chine et Israël, contre les États-Unis et Israël, ce sont les BRICS. C'est la Russie. Brésil, Russie, Sud-Afrique. Et c'est l'Afrique du Sud qui, à nouveau, porte plainte devant la Cour internationale de La Haye. Qui abrite un dictateur soudanais qui a probablement le plus meurtrier de tout 300 000, hein, le Darfour, c'est à peu près. Voilà. Donc le Darfour, c'est 300 000. Effectivement, il est à l'abri. Donc, je veux dire, je complète juste ce que vous dites, c'est que la Chine, bien sûr, veut jouer sa partition internationale, mais elle la joue dans un cadre extrêmement précis qui s'appelle les BRICS. Cette espèce, ce conglomérat. Et moi, je veux bien qu'on change le monde occidental, mais est-ce que j'ai envie de le changer avec la Russie et la Chine? Je n'en suis absolument pas certain. Et on y ajoute l'Inde, on ne l'avait pas cité aussi. Oui, et puis il y a l'Iran qui est candidate, et puis il y a un certain nombre de... Tous nos petits amis sont là dans les BRICS, on peut le dire. Jean-Baptiste Noé, est-ce que, et là c'est peut-être une réflexion sans doute superficielle, cette volonté de la Chine de s'immiscer, comme vous l'avez dit, dans ce qu'elle négligeait auparavant en Ukraine et maintenant en Israël, dans le conflit israélo-palestinien, est-ce que ça n'est pas un désir presque esthétique de compenser ce que le pouvoir chinois a d'épouvantablement dictatorial? Et au fond, est-ce que ça ne cherche pas à mettre une façade un peu plus réjouissante à un régime épouvantable? Oui, alors c'est aussi une manière de concrétiser sur la scène internationale la puissance économique. La Chine est quand même la deuxième puissance économique mondiale, donc c'est une manière de montrer que le pays pèse aussi, qui la Chine a aussi des intérêts, notamment l'accès aux hydrocarbures avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite. Donc être présent dans la région, c'est important pour les Chinois. Depuis quelques années, ils ont une base à Djibouti. Djibouti n'est quand même pas très loin d'Israël et en tout cas sur la mer Rouge. Donc il y a cette concrétisation. Et peut-être que la Chine a aussi une idée de se protéger de la question de Taïwan. C'est effectivement en jouant le rôle de premier de la classe pour les BRICS, ça permet à la Chine de trouver des alliés. Et dans un conflit futur avec Taïwan, ça lui permettrait d'avoir, notamment à l'ONU, même sur la scène internationale, des pays qui le soutiennent contre les États-Unis.
Moi, ce que je veux dire par là, c'est que nous assistons à la énième version. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? À travers Israël, à travers l'Ukraine, on a bien compris que la Chine va aider Poutine et va le croquer tranquillement quand tout ça sera fini, parce que même si l'économie va mieux en Russie, on sent quand même de grandes faiblesses structurelles et même des faiblesses démographiques. Mais est-ce que au fond, on ne rejoue pas l'éternel combat qui va nous occuper dans les 10 ans qui viennent? C'est le combat Chine-Amérique, Jean-Noël. Est-ce que c'est pas ça finalement qui se rejoue à travers Israël? Moi, je crois que ça se limite, à part l'influence des BRICS dont je parlais tout à l'heure, je pense que ça se limite, et c'est énorme, à ça. C'est-à-dire, on fait la guerre aux États-Unis à travers ses alliés. Oui, la Chine est en train de marquer à la culotte les États-Unis. Partout où ils interviennent, la Chine veut être là et ne leur laisser aucun espace de liberté, et notamment être présent sur une zone qui était généralement considérée comme la sauvegardée des États-Unis. Je regrette d'ailleurs que dans l'entretien de Vladimir Poutine, Tucker Carlson n'ait pas posé cette question chinoise qui est essentielle, parce qu'on a plus d'1 milliard d'habitants face à 120 millions d'habitants. Effectivement, l'alliance Chine-Russie, c'est surtout la Chine qui prend le pas sur la Russie, qui va en faire une sorte de conglomérat. Des questions, des réactions au 0826 300 300 et notre auditeur fil rouge Xavier depuis Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône. Xavier, réaction à ce que vous venez d'entendre. Ma réaction, c'est je pense qu'il n'y a pas de morts qui valent plus que les autres. Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que en général, quand la population trinque, ça fait souvent le jeu des extrêmes. Et ça divise le monde un peu plus en deux, et c'est ce qui me semble le plus inquiétant, quoi. Et surtout qu'on nous assigne à choisir un camp ou un autre. Vous voyez, donc et pour moi, la Chine vise, de toute manière, si leur projet c'est 2035, c'est d'être la première économie au monde. Donc on les verra de plus en plus, je pense, s'immiscer ou la première colonie, c'est ça. Ou mettre en avant leur politique, quoi. Elisabeth Lévy. Non, je voulais quand même vous répondre sur, évidemment, si vous voulez, une fois qu'on a dit que toutes les vies se valent, si vous voulez, il faut pas non plus être naïf. Toutes les vies se valent, mais toutes les façons de mourir ne s'équivalent pas, si vous voulez. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas faire un parallèle entre ce qui s'est passé le 7 octobre, où il y a une volonté délibérée de terroriser, d'humilier, de violer, de mutiler, et j'en passe. De tuer, c'est le moins grave dans tout ça, pardon, Cécile, c'est de la torture, tout le reste. Il y a eu cette volonté, si vous voulez, et il y a une volonté affirmée de faire disparaître Israël. Je veux dire, Israël, malheureusement, je veux dire, fait des morts, mais ça n'est contrairement contrairement à ce que laissaient entendre, pas le disait le papier du Monde, ils ne veulent pas, leur but n'est pas de tuer des Palestiniens, leur but est d'assurer la sécurité de leurs citoyens. On peut parfaitement critiquer la méthode, on a tout à fait le droit. Mais quand on dit que ça n'est pas la même chose, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté il y a une volonté de meurtre et d'humiliation, de l'autre côté il n'y a pas cette volonté, il y a une volonté de se protéger. Bien ou mal, vous avez tout à fait le droit évidemment d'en délibérer autrement que voilà. Je reviens à Jean-Baptiste Noé, le rédacteur en chef de la revue Conflit, qui est avec nous, et cette déclaration de la députée LFI Sophia Chikirou, qui accuse, je cite, Israël, la sauvagerie et la barbarie d'Israël est née d'une colonisation, d'un apartheid et d'un génocide. La place et l'image de l'Israël est en question aussi en ce moment. Chikirou, c'est pas non plus. Oui, il y a tous les mots qu'il faut mettre. Donc effectivement, on a tous les mots habituels. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas montré la complexité de la situation. Ça reprend le discours tiers-mondiste qu'on a depuis maintenant les années 1960 avec la question palestinienne, mais ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que ça ne résout ni la sécurité d'Israël, ni la sécurité des Palestiniens. Et comme ça vient d'être dit, il y a quand même une différence de nature. C'est-à-dire que d'un côté, Israël ne cherche pas à éradiquer les Palestiniens, alors que le Hamas cherche à éradiquer Israël. Donc c'est quand même une différence de nature. Et cet épisode n'est malheureusement qu'un épisode dans un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Et on n'a pas encore trouvé de solution. Donc même si on espère la fin des combats et même si on espère une pacification et la fin de ces opérations militaires, ça ne résoudra pas le problème. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une manière de régler cette question israélo-palestinienne. Mais est-ce qu'il y a une solution, une porte de sortie tant que les otages, certains otages seront encore sur place? Alors, je dirais que pour moi, en tout cas, la question des otages n'est pas la question principale. La vraie question, c'est que le Hamas veut l'éradication d'Israël. Donc, il garde les otages comme moyen de pression, mais même si les otages étaient libérés, le problème de fond ne serait pas résolu, même si on souhaite et on pourrait qu'ils soient libérés. Mais ça ne règle pas le problème de fond où il y a une entité
qui souhaitent l'éradication physique de l'autre. Et à partir de là, il n'y a pas d'entente possible. Françoise Degois a demandé la parole. Je suis vraiment le combo Chikirou, voilà, c'est le combo habituel, c'est le combo à la surface de la planète, c'est-à-dire colonial, génocidaire, apartheid. On peut reprendre tous ces mots, expliquer pourquoi ce pays est né d'une décision et d'une résolution de l'ONU. Je rappelle, refusé par la population arabe de Palestine. C'est là que les guerres sont déclenchées. Si on fait un peu d'histoire, c'est là que les guerres sont déclenchées. Alors on nous explique, oui, mais il n'y avait que 34 nations à l'époque. Stop la cavalerie. Génocidaire, je reviens pas sur ce qu'a dit Elisabeth, le génocide vient dans l'intentionnalité. Apartheid, je suis désolé, le jour où vous aurez un parlement palestinien, car je souhaite un jour qu'il y ait un État palestinien, où vous aurez des députés juifs, comme vous avez des députés arabes israéliens, et qui ont absolument le droit, les mêmes droits que les citoyens. L'apartheid, c'est quand vous avez des sous-citoyens. Ça n'est pas le cas en Israël. Je rappelle que Gaza n'est plus une possession israélienne. Je le rappelle. Donc, inlassablement, il faut quand même revenir aux choses. Ce que je vois, moi, dans le mouvement mondial, parce que c'est un mouvement mondial dont Chikirou, LFI, etc. D'accord. Voilà. Mais ce que je vois, mais moi, ce que je vois, c'est qu'on est passé, je vais très vite, qu'on est passé de la solution de 2 États maintenant à un État. Et maintenant, en fait, à la négation d'Israël. Allez, merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit.